2 chiffres suffisent à résumer le vertige actuel. Une seule lettre publique, des millions de regards désormais braqués sur Dar es Salaam. Hier encore, la Tanzanie était citée en exemple comme un refuge de douceur politique. Aujourd'hui, les arrestations répétées et les voix étouffées trouent ce récit comme une déchirure profonde. Que doit en penser celui qui écoute Ibrahim Traoré lorsqu'il parle non en procureur, mais en frère inquiet d'une dérive morale qui gagne du terrain? Entre la fierté d'hier et la peur qui s'installe peu à peu, que révèle vraiment ce basculement soudain? La promesse de cette analyse est simple. Comprendre comment un pays longtemps célébré pour sa retenue démocratique peut basculer vers une zone d'ombre sans que personne, au départ, ne s'en rende véritablement compte. L'enjeu majeur, lui, tient en 10 mots. Préserver la légitimité avant qu'elle ne glisse entre les mains. Car, lorsqu'une nation passe de la confiance tranquille à la peur murmurée, ce n'est jamais un événement soudain. C'est une succession de signaux faibles que l'on n'a pas voulu regarder. Ce qui frappe aujourd'hui en Tanzanie, ce n'est pas la présence d'un conflit ou l'effondrement d'un système économique, mais l'érosion progressive d'un espace que l'on croyait acquis, celui où les citoyens peuvent parler sans craindre d'être réduits au silence. Et si cette érosion semble d'abord lointaine, presque abstraite, elle cache une dynamique plus profonde. Chaque voix arrêtée change le rapport entre pouvoir et société. Chaque silence de l'État modifie la perception que les gens ont d'eux-mêmes. 2 faits, placés côte à côte, suffisent à dévoiler la tension réelle. Plusieurs arrestations menées en pleine lumière, et une seule jeune femme, Caroline Rossi, interpellée pour avoir exprimé une opinion sur un projet de loi financière. Ces 2 éléments, pourtant simples, révèlent un déplacement profond du climat politique tanzanien. Derrière eux, c'est une dynamique plus lente, mais plus inquiétante, qui se déploie. Au fil des mois, le pays autrefois décrit comme un modèle de stabilité s'est transformé en espace de crispation où l'on observe la réduction progressive des voix dissidentes. Le contraste est d'autant plus marquant que la Tanzanie n'a pas basculé en raison d'une guerre, d'une crise alimentaire ou d'un choc extérieur, mais à cause d'un rétrécissement intérieur de la liberté d'expression. Justement, celle que plusieurs générations avaient protégée au prix d'efforts immenses. Ce renversement ne vient pas d'un événement isolé. Il résulte d'une accumulation de signaux, parfois faibles, parfois brutaux, qui modifient la manière dont les citoyens se perçoivent. Cette inquiétude explique pourquoi Ibrahim Traoré insiste, dans ses mots, sur la fracture morale plus que sur la dimension strictement politique. Son rappel n'est pas celui d'un dirigeant qui juge. Il s'apparente plutôt à une mise en garde implicite sur l'usure d'un lien essentiel entre population et institutions. Lorsque les arrestations touchent des journalistes, des jeunes, ou même des voix indépendantes, ce n'est pas seulement la liberté qui s'amenuise, c'est la confiance qui se fissure. Et une confiance fissurée recompose silencieusement l'équilibre d'un pays sans provoquer immédiatement de bruit. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais d'identifier ce que ces signes disent de l'avenir. Car lorsque le dialogue s'affaiblit, que la peur circule par murmures, et que les institutions n'entendent plus les avertissements venant de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est toute la trajectoire politique d'un État qui commence à se redessiner, parfois sans que l'on s'en rende compte. Pour comprendre le glissement en cours, il faut revenir à ceux qui, sur le terrain, perçoivent les premiers signes d'un changement d'atmosphère. Les Kossi, les jeunes militants des quartiers urbains, longtemps habitués à débattre ouvertement, racontent aujourd'hui des conversations qui se déroulent à voix basse dans des lieux de plus en plus réduits. 2 d'entre eux décrivent le même réflexe, vérifier qui se trouve derrière avant de commenter une décision publique. Ce détail, anodin en apparence, marque pourtant un tournant dans la manière dont une société se représente elle-même. Un second repère vient des journalistes indépendants. Certains expliquent que la frontière entre une critique acceptable et une critique risquée devient floue. Une reporter relate avoir renoncé à publier une enquête, pourtant déjà terminée,
non pas par manque de preuves, mais parce que le climat ne s'y prêtait plus. Son témoignage montre que la pression ne s'exerce pas uniquement par des arrestations, mais aussi par l'anticipation de ce qui pourrait arriver. La crainte, même discrète, agit comme un filtre qui modifie la circulation des idées. Ces deux scènes, les conversations étouffées et les enquêtes ils ont été ajournées, offrent un fil conducteur essentiel. Elles mettent en lumière un processus où la peur n'est pas imposée par décret, mais glisse progressivement dans les habitudes, comme une présence silencieuse qui influe sur les choix quotidiens. Une société commence à se rétracter bien avant que les décisions officielles n'annoncent un changement de cap. Et lorsque cette rétractation devient perceptible, c'est l'équilibre entier qui vacille. Autrement dit, le premier impact n'est jamais institutionnel. Il est humain. Et c'est ce déplacement, discret mais décisif, qui révèle ce qui est réellement en jeu. Tout commence par un geste apparemment isolé. L'arrestation, en plein jour, d'une jeune femme dont la faute se résume à avoir exprimé publiquement une opinion sur un projet de loi financière. Ce moment agit comme un déclencheur brutal. La scène circule rapidement, portée par les réseaux, commentée par ceux qui y voient le signe d'un changement profond. L'effet immédiat n'est pas tant l'arrestation elle-même que la sensation soudaine que certaines limites ont bougé sans annonce préalable. Une frontière invisible semble avoir été franchie. Puis vient la répétition. D'autres arrestations apparaissent, d'autres voix se taisent. Les récits se superposent. Un militant évoque un frère arrêté pour avoir simplement dit ce qu'il pensait. Un journaliste raconte avoir vu ses collègues convoqués pour des motifs vagues, souvent liés à troubles à l'ordre public, une expression qui revient avec insistance. Cette accumulation confirme que le phénomène n'est plus un incident ponctuel, mais un glissement structuré, presque méthodique. Le climat se resserre. La tension atteint un premier sommet lorsque les départements locaux reçoivent l'instruction tacite, transmise par des canaux officiels et informels, d'être vigilants face aux commentaires jugés déstabilisateurs. Ce mot, déstabilisateur, devient soudain un outil polyvalent. Il sert à justifier des interventions rapides, des enquêtes accélérées, des interrogatoires sans délai. Son usage produit un effet en chaîne. Personne ne sait exactement ce qu'il couvre, alors chacun se met à l'interpréter avec prudence. C'est ici que la mécanique de la peur commence à prendre corps. À ce moment, le discours public se transforme. Des voix gouvernementales affirment que la stabilité nationale exige un contrôle accru. Des responsables locaux évoquent des menaces diffuses. Certains conseillers rappellent que les critiques exagérées peuvent provoquer des tensions inutiles. Dans l'absolu, ces phrases pourraient nous sembler anodines. Mais dans un contexte où des arrestations ciblent déjà des voix isolées, elles prennent un sens nouveau. Elles deviennent la bande-son d'un resserrement progressif. C'est alors qu'un autre élément survient. Les avertissements venus d'ailleurs. Lorsque Ibrahim Traoré s'adresse directement à la présidente tanzanienne, il ne le fait pas comme un acteur extérieur observant une situation étrangère, mais comme quelqu'un qui a déjà traversé des épisodes similaires dans sa propre histoire nationale. Ces mots, chargés de l'expérience d'un pays ayant connu le poids du silence imposé, résonnent comme une mise en garde contre un chemin qui pourrait devenir difficile à inverser. Son intervention marque un tournant, car elle montre que la situation tanzanienne dépasse désormais les frontières du pays. Le point culminant arrive lorsque les observateurs internationaux commencent, eux aussi, à demander des explications. Les questions ne sont pas agressives, mais insistantes. Elles portent sur la cohérence entre l'image d'un pays longtemps salué pour sa tolérance et la réalité d'arrestations répétées. L'écart entre les deux attire l'attention. Ce décalage crée un effet de loupe. Chaque nouvel incident devient un symbole. Chaque silence officiel devient interprété comme un signe supplémentaire d'un glissement inquiétant. La phase de retombée n'apaise pourtant pas les inquiétudes. Les réseaux locaux adaptent leur comportement. Les journalistes deviennent plus prudents. Les jeunes
mesurent leurs mots. Les conversations se raccourcissent. Le pays semble s'installer dans une routine où chacun avance avec précaution. Ce n'est pas encore une crise apparente, mais c'est déjà une modification profonde du rapport entre pouvoir et citoyen. La normalité précédente ne revient pas. Dans cette atmosphère, les événements ne sont plus seulement ce qu'ils sont. Ils deviennent des marqueurs. Ils indiquent la direction d'un mouvement plus vaste, moins visible, mais déjà ressenti par ceux qui en vivent les conséquences quotidiennes. Le point de départ est clair. Une seule jeune femme arrêtée en plein jour pour avoir exprimé son avis sur un projet de loi financière. Cette scène constitue la base. La delta, elle, se révèle dans l'écart grandissant entre cet incident initial et la multiplication des interventions visant d'autres voies critiques. La progression ne s'explique pas par un contexte de crise majeure, mais par un changement subtil dans l'usage du pouvoir institutionnel. Cette première arrestation montre comment un acte isolé peut redéfinir l'espace du discours public. Le deuxième marqueur quantifiable provient des plusieurs arrestations répétées mentionnées dans les récits. Il ne s'agit pas de chiffres exacts, mais d'une pluralité assumée dans la description même des témoins. Cette répétition compte, car elle transforme l'exception en signal récurrent et donc interprétable politiquement. Ce cumul d'arrestations récurrentes crée une impression de procédure régulière plutôt qu'incidente. Le glissement ne réside pas dans une statistique précise, mais dans la fréquence ressentie par les populations concernées. Le troisième indicateur vient du volume de voix touchées, des jeunes, des journalistes et des voix indépendantes, soit 3 catégories explicitement citées dans les témoignages. Leur diversité compte davantage que leur nombre exact. Chacune représente un segment spécifique de la société, la jeunesse, la presse et les acteurs civils autonomes, ce qui donne au phénomène une portée transversale. Cette pluralité d'acteurs visés montre une extension du climat de contrainte au-delà d'une seule sphère sociale. C'est ces 3 repères, une arrestation isolée, plusieurs interventions répétées et des voix multiples touchées, forment une trame solide permettant de lire l'évolution de la situation tanzanienne sans en déformer les contours. Ils permettent aussi de comprendre comment un pays peut basculer silencieusement, non pas par du cycle une explosion, mais par une addition de micro-événements dont la charge symbolique devient progressivement plus forte que la charge factuelle. Ce qui renforce encore cette dynamique est la transformation des comportements quotidiens. Lorsque des jeunes admettent s'être baissé la voix avant de commenter un projet de loi, leur attitude devient un révélateur indirect de la pression ressentie. Ce changement n'est pas mesuré par un chiffre, mais par une pratique sociale répétée, presque instinctive. Le geste de « regarder derrière soi avant de parler » agit comme un thermomètre informel de la liberté publique. Les journalistes fournissent un second thermomètre. Quand une reporter renonce à publier une enquête parce que le climat ne s'y prêtait plus, ce renoncement prend valeur de donnée. Il marque une variation concrète dans la capacité du pays à absorber la critique. Ce recul, même silencieux, n'est pas un choix individuel. C'est la réponse à un environnement devenu imprévisible. Enfin, la manière dont la présidence laisse se multiplier ces tensions crée un dernier repère, celui du silence institutionnel. L'absence de clarification officielle devient elle-même un élément mesurable, parce qu'elle influence directement la perception du public. Là encore, le phénomène s'évalue non par une statistique, mais par un décalage ressenti entre images passées et réalité présente. L'ensemble de ces indices compose une cartographie précise d'un glissement politique qui ne se dit pas encore ouvertement, mais qui se voit déjà dans les comportements, les choix, les renoncements et les peurs discrètes. Ce sont ces repères silencieux et pourtant quantifiables qui permettent de comprendre l'ampleur réelle du changement. 2 arguments reviennent souvent parmi ceux qui défendent la fermeté actuelle du gouvernement tanzanien. Le premier soutient que la stabilité nationale exige parfois des mesures difficiles, surtout lorsque certaines voix, même isolées, pourraient selon eux provoquer une agitation inutile.
Cette position insiste sur l'idée que l'État doit éviter que des critiques trop vives ne se transforment en tensions locales. Pour ses partisans, le recours à des interpellations ponctuelles peut apparaître comme un outil de prévention plutôt qu'une stratégie de répression. Ils affirment que, dans un contexte régional déjà fragile, la prudence doit guider chaque décision. Le second argument, souvent évoqué par certains responsables, repose sur la notion de proportionnalité. Selon cette vision, les mesures prises ne constituent pas un renversement de la tradition tanzanienne, mais une réponse mesurée à des comportements jugés provocateurs. Ceux qui défendent cette lecture affirment que les arrestations ne visent pas à instaurer la peur, mais à maintenir un climat institutionnel ordonné. Chaque société, disent-ils, possède ses propres seuils de tolérance, et la Tanzanie ne ferait que rappeler les liens. Les siens, face à ces deux thèses, une contre-lecture s'impose pourtant, fondée sur les éléments présents dans les témoignages mêmes. Ce qui inquiète réellement n'est pas la nécessité d'une stabilité ou l'idée d'un ordre public, mais la manière dont les actes concrets s'enchaînent. Lorsque des jeunes, des journalistes et des voix indépendantes sont arrêtés simplement pour avoir dit ce qu'ils pensaient, l'argument de proportionnalité se fissure. Et lorsque des scènes se déroulent en pleine lumière, l'idée d'une prévention mesurée devient plus difficile à soutenir. La prudence invoquée par certains perd de sa cohérence dès lors que les mesures frappent des individus dont les actions ne relèvent ni de la violence ni de la provocation, mais d'un exercice ordinaire de la parole publique. Ainsi, la question n'est pas de savoir si un État peut protéger sa stabilité. Elle consiste plutôt à déterminer si les moyens employés respectent encore l'esprit qui a longtemps défini la Tanzanie, une démocratie au visage doux, capable d'écouter sans humilier. C'est ce décalage entre les intentions affichées et les actes observés qui alimente la critique. La rupture apparaît soudain. Elle ne vient pas d'un décret spectaculaire, mais d'un détail que beaucoup auraient pu ignorer. La normalisation du silence. Ce tournant n'est pas un événement visible. C'est une atmosphère qui se resserre, un climat qui devient palpable avant même que les mots ne le décrivent. Lorsque les citoyens commencent à mesurer leurs phrases, non par prudence politique mais par peur diffuse, la dynamique intérieure d'un pays change en profondeur. Ce basculement prend un autre relief lorsque l'avertissement venu de l'extérieur résonne. Cette fois, c'est Ibrahim Traoré qui, parlant en frère, signale que la fracture morale grandit plus vite que les justifications officielles. Son intervention ne crée pas la crise. Elle révèle une cohérence nouvelle entre des actes dispersés que l'on percevait jusque-là comme indépendants. Les arrestations, les renoncements, les voix étouffées, tout semble désormais appartenir à une même trajectoire. À partir de ce point, l'enjeu cesse d'être local. Il devient continental, moral, symbolique. Le regard porté sur la Tanzanie ne se limite plus à ses frontières, car un pays qui laisse s'installer la peur finit toujours par exporter son ombre. Et cette ombre, si elle continue d'avancer, ne s'arrêtera pas d'elle-même. Les répercussions les plus visibles émergent d'abord chez les citoyens ordinaires. Dans plusieurs quartiers, les conversations se raccourcissent. Les débats se déplacent vers des espaces privés, parfois même vers des messages chiffrés entre proches. Cette réduction spontanée de la parole transforme la vie quotidienne. On n'échange plus les opinions avec la même fluidité. On choisit ses mots avec précaution. Le simple fait de commenter une décision publique devient un acte à risque perçu. Ces attitudes ne sont pas décrétées. Elles naissent d'un climat où chacun interprète les signaux diffus de répression. Et lorsque la parole se replie, c'est la confiance sociale qui se rétracte avec elle. Les acteurs économiques, eux, observent un autre type d'impact. Certains entrepreneurs notent que les discussions publiques autour des réformes se font rares, ce qui complique le repérage des attentes ou des inquiétudes populaires. Dans un contexte où l'opinion se dit moins ouvertement, la lisibilité sociale se réduit. Les entreprises hésitent avant de prendre position sur certaines questions, de peur de sembler trop critiques ou trop alignées. Cette prudence, presque automatique, crée une zone d'incertitude qui affecte les décisions d'investissement et ralentit l'initiative. Le marché
ne se crispe pas par effondrement, mais par absence d'expression claire des signaux. Du côté des institutions politiques, les conséquences suivent un autre chemin. Le fossé entre dirigeants et citoyens s'élargit, non par manque de structure, mais par affaiblissement des passerelles symboliques. Lorsque des journalistes renoncent à publier ou que des jeunes hésitent à parler, l'État perd des capteurs essentiels. La capacité d'anticiper les tensions baisse. Les administrations s'appuient davantage sur leur propre cercle interne, ce qui réduit encore la compréhension du terrain. Dans ce vide, les récits officiels prennent plus de place, mais moins de relief. Et ce décalage fragilise l'idée même d'un dialogue possible. Au niveau régional et continental, la situation tanzanienne suscite une attention accrue. Les pays voisins observent la manière dont un État réputé pour sa douceur politique peut glisser vers un climat de crispation. Ce n'est pas une inquiétude frontalière, c'est une interrogation plus profonde sur la capacité des systèmes africains à se préserver de dérives intérieures. Les paroles d'Ibrahim Traoré s'inscrivent précisément dans cette dimension. Il ne parle pas au nom d'une diplomatie classique, mais comme témoin d'un schéma déjà vécu ailleurs. Cette mise en garde ajoute un poids politique aux événements locaux, car elle rappelle que la fragilisation d'un espace démocratique peut influencer la perception du continent tout entier. Ces effets, pris séparément, semblent modestes. Ensemble, ils composent une transformation silencieuse, une société qui parle moins, des acteurs économiques qui hésitent davantage, des institutions qui captent moins bien les signaux faibles, et une région qui observe avec prudence le virage en cours. Le pays n'entre pas dans la crise. Il entre dans un brouillard où chaque décision pèse plus qu'avant. Le scénario de base repose sur une continuité prudente. Les autorités poursuivent leur ligne actuelle sans durcir officiellement les règles, mais en laissant perdurer un climat d'incertitude. Les arrestations resteraient ponctuelles, ciblant des individus isolés plutôt que des groupes organisés. Les citoyens continueraient d'adapter leur comportement. Conversations plus brèves, autocensure plus fréquente, prudence accrue dans les espaces publics. L'État, de son côté, maintiendrait un discours sur la stabilité tout en évitant d'aborder directement les préoccupations liées aux libertés publiques. Ce scénario n'amplifie pas la tension, il l'installe dans la durée. Le scénario optimiste s'appuie sur plusieurs signaux présents dans les témoignages. La possibilité d'un retour au dialogue, évoqué à travers les références à la réconciliation, à la compassion ou au courage d'écouter. Si ces éléments étaient repris par les autorités, la situation pourrait évoluer vers une ouverture graduelle, la libération des personnes arrêtées pour leurs opinions, la clarification des limites d'expression et l'engagement de discussion avec la société civile réduiraient la peur diffuse qui circule dans le pays. Une dynamique plus apaisée émergerait alors, redonnant de la cohérence à l'image d'une nation longtemps reconnue pour sa capacité à gérer la dissidence sans brutalité. Ce chemin ne nécessite pas de rupture majeure, seulement quelques gestes structurants. Le scénario le plus difficile verrait au contraire la normalisation du silence devenir un outil politique à part entière. Les arrestations resteraient peu nombreuses, mais suffisamment visibles pour entretenir la crainte. Les journalistes, déjà prudents, s'écarteraient davantage des sujets sensibles. Les jeunes, déjà silencieux, cesseraient de considérer l'espace public comme un lieu de débat. Dans ce climat, les institutions perdraient encore plus de capteurs sociaux et la distance avec la population s'accentuerait. La situation ne dégénérerait pas nécessairement en crise ouverte, mais se figerait dans une forme de rigidité où la parole libre deviendrait exception. Ces trois trajectoires ne doivent pas être lues comme des prédictions, mais comme des cadres d'analyse. La question essentielle n'est pas de savoir lequel se réalisera, mais de comprendre comment chaque décision, chaque geste de l'État ou de la société peut déplacer le centre de gravité d'un scénario vers un autre. Pour beaucoup de citoyens africains qui observent la situation tanzanienne à distance, la question va au-delà des frontières. Elle touche à la manière dont chacun imagine son propre rapport au pouvoir. Ceux qui vivent dans
Dans des démocraties fragiles, ils lisent un avertissement. La liberté ne disparaît jamais d'un seul coup, elle s'effiloche par habitude, par silence, par renoncement imposé ou intériorisé. Voir un pays réputé pour sa douceur politique glisser vers une zone d'incertitude oblige à réfléchir à la fragilité de ce que l'on croyait acquis. Pour les membres de la diaspora, l'effet est différent. Ils portent souvent un regard mêlé d'espoir et de vigilance sur le continent. Leurs familles, leurs souvenirs, leurs attaches émotionnelles donnent à chaque signe de régression un poids plus lourd. Ce qui se passe en Tanzanie réactive une inquiétude familière, celle de voir des nations prometteuses s'éloigner de leur trajectoire d'ouverture. Ce recul symbolique n'efface pas l'attachement, mais il rappelle que la confiance est une matière vivante qui exige transparence et courage. Quant aux jeunes, qu'ils soient tanzaniens, burkinabés, kenyans ou issus d'autres pays, l'impact prend une forme plus intime. Ils observent une génération qui croyait possible d'exprimer ses idées librement et qui découvre soudain que cette liberté dépend de gestes politiques précis, parfois réversibles, parfois oubliés. Leur question n'est pas théorique, elle est personnelle. Elle porte sur l'avenir qu'ils veulent construire et sur la place qu'ils espèrent occuper dans l'espace public. Le silence qu'ils voient s'installer chez d'autres leur renvoie leur propre responsabilité, défendre leur voix pendant qu'elle existe encore. Dans ces trois regards, citoyens, diaspora, jeunesse, se dessine une vérité partagée. Ce qui arrive dans un pays touche toujours ceux qui l'observent, car chacun y reconnaît une partie de son propre destin démocratique. La première étape consiste à rendre la parole à ceux qui l'ont perdue, en réexaminant les arrestations visant des jeunes, des journalistes et des voix indépendantes. Cette démarche peut intervenir rapidement, sans réforme lourde, en identifiant les cas où les opinions exprimées relevaient simplement du débat public. Le résultat se mesure par un indicateur clair. Le retour de voix auparavant réduite au silence. Plus ce retour est visible, plus la confiance se rétablit. La deuxième étape vise à restaurer les ponts institutionnels avec la société civile. Des rencontres régulières, même modestes, suffisent à réouvrir un espace de dialogue. Il ne s'agit pas de grands sommets, mais d'échanges structurés, organisés sur des cycles courts, mensuels ou bimensuels, afin que les signaux du terrain ne s'accumulent pas en space d'attente sans réponse. Leur efficacité se lie dans la qualité des discussions, diversité des intervenants, précision des thèmes, clarté des engagements. La troisième étape demande de réintroduire un cadre de transparence sur les limites d'expression. Un pays ne peut protéger la liberté que s'il définit explicitement les règles qui l'encadrent. Clarifier ce qui relève de la critique légitime et ce qui relève du discours réellement dangereux permet d'éviter les confusions qui nourrissent pour la peur. Ce cadre s'évalue par sa compréhension publique. Plus les citoyens savent ce qui est permis, moins ils s'auto-censurent. La quatrième étape implique un geste politique reconnu au-delà des frontières. C'est ici que l'avertissement formulé par Ibrahim Traoré prend toute sa portée. Corriger une trajectoire n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité. Un engagement symbolique en faveur de la justice, même modeste, repositionnerait la Tanzanie comme un espace capable d'écouter avant que le fossé ne devienne trop profond. La mesure de cette étape n'est pas statistique. Elle se lit dans le regard retrouvé des citoyens, les voix étouffées décrites plus tôt, celles des jeunes parlant à voix basse, celles des journalistes renonçant à publier, reviennent ici comme un écho. Elles forment le fil discret qui relie tout le récit, non pas des cris, mais des murmures qui disent qu'un pays change toujours avant que ses dirigeants ne l'annoncent. Ce sont ces murmures que la Tanzanie entend aujourd'hui et qu'elle ne peut plus ignorer sans se détourner d'elle-même. Dans cet entrelac de peur contenue, un rappel se détache, celui qui traverse les mots venus du Burkina Faso. En choisissant de parler comme un frère plutôt que comme un chef d'État, Ibrahim Traoré a révélé que les dérives intérieures ne sont jamais de simples affaires nationales. Elles touchent aux promesses invisibles qui unissent un peuple à son histoire
et un continent a sa propre idée de dignité. Sa mise en garde n'a pas la forme d'un reproche. Elle ressemble davantage à une main posée sur l'épaule, une invitation à regarder le miroir avant qu'il ne se brise. Si les conversations se taisent, c'est la mémoire qui s'efface. Et un pays ne peut jamais survivre à son silence. Ce moment où une nation hésite entre repli et réouverture n'appartient pas qu'aux institutions. Il appartient aussi à celles et ceux qui la regardent, qui la racontent, qui la portent en pensée. Une société ne s'éteint pas d'un seul geste. Elle s'éloigne par petites étapes. Et chaque étape peut encore être inversée. C'est pourquoi les voix qui observent la Tanzanie aujourd'hui, citoyens, penseurs, membres de la diaspora, voisins du continent, ont un rôle discret mais essentiel. Garder vivante l'exigence de justice, même lorsque le climat semble se refermer. Le dialogue reste une force lorsqu'il échappe aux clameurs et qu'il retrouve sa forme la plus simple, celle qui relie des individus honnêtes, capables d'écouter sans accuser, de comprendre sans céder, de rappeler sans humilier. L'avenir n'est jamais écrit. Il se réécrit chaque fois qu'un peuple choisit la parole plutôt que la peur. La lumière d'un pays n'est pas un décor. C'est un effort collectif, une responsabilité partagée, un symbole que chacun contribue à raviver.